Alors moi je me définis ni comme beatmaker ni comme DJ en fait, vraiment. Moi mon activité principale c'est d'être musicien en fait, je fais de la musique et j'enregistre cette musique pour que les gens l'écoutent, c'est aussi simple que ça. Pour faire ça j'utilise des outils numériques, tout un tas d'objets sonores, mais finalement c'est exactement la même chose que ce que font un guitariste, un batteur, un chanteur, un accordéoniste. Une des différences c'est que la seule différence finalement, c'est que moi je suis en capacité de réaliser un morceau de musique absolument tout seul. Nantes inspirante. Maelstrom alias Maël Pénaud revient sur ses premiers pas dans la musique électro il y a 25 ans. Il est producteur et musicien, enseignant-chercheur à la Sorbonne, et il s'intéresse notamment au processus de création et à la place de l'artiste au sein d'un collectif et dans la société. J'ai commencé à la fin des années 90, d'abord dans la région, sur l'île de Nantes, où tous les hangars qui ont été rénovés, qui ont été réutilisés, qui ont été réaménagés étaient tous dans un état avancé de décomposition. Et donc à 16-18 ans, avec les copains, on emmenait des enceintes là-dedans et puis on faisait des fêtes techno. En fait, au départ, moi j'étais vraiment passionné d'une part par la musique et puis il y avait l'aspect politique de cette musique qui m'intéressait beaucoup aussi. On était à une période où pour ce type de musique et particulièrement pour ce type de public, il n'y avait pas d'espace. C'est pas évident aujourd'hui de se remettre dans ces circonstances-là, mais en fait, il n'y avait pas de lieu pour accueillir des musiques alternatives autres que les musiques rock en France. Et donc, l'aspect politique de cette musique, c'était d'une part le fait de dire que tout le monde était bienvenu dans ces événements-là, que c'était gratuit, et donc qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Et puis, au-delà de ça, que chacun était, non seulement faisait partie du public, mais qu'en fait l'événement en tant que tel, la fête techno, était une co-construction entre le public et les gens qui au départ faisaient partir l'événement, quoi. Mais que en fait ces événements-là, ils n'existaient pas sans la présence du public, et que ce public-là n'était pas simplement un public, mais aussi une partie importante de ce qu'on était en train d'essayer de créer à cette époque-là. À tel point que finalement, quand moi j'ai commencé en 96, 97, 98, les DJ, les musiciens, les artistes, ils n'étaient pas valorisés, nos noms n'apparaissaient pas sur les flyers, sur la communication. Pendant la fête, les vêtements, on était cachés derrière les enceintes, sous un filet de camouflage, etc. Et donc finalement, ce qui était au centre, c'était le public en train de danser. Donc ça, c'est l'aspect politique qui m'intéressait en tant que quelle société on essaye de faire advenir. Alors là, je le lis avec mon regard d'aujourd'hui, mais ça dit qu'est-ce que c'est qu'un événement culturel ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on propose et que les gens viennent juste consommer ? Est-ce que c'est un lieu ou un dispositif qu'on installe et qui permet à une forme de collectif d'exister, même s'il est temporaire, et une forme de co-création de ce qui est en train d'advenir. Alors ça existe dans le théâtre aussi, enfin voilà, il y a d'autres initiatives, mais cet aspect-là, moi, me semblait super intéressant, et donc je reviens sur la question de base. Comment est-ce que j'ai commencé moi à créer ? En fait comme ça, c'est-à-dire que au départ à 16-17 ans, on allait avec des copains dans ces événements-là tous les week-ends, etc. Et puis en fait, je me suis mis à acheter des disques, à mixer, de faire le DJ dans ma chambre chez mes parents. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais amener mes disques dans ces rave parties. Et puis quand c'était le petit matin et qu'il était 7-8 heures, que tout le monde était un peu fatigué, en fait il y avait la place pour participer. Et que cette place-là, elle était ouverte, et donc j'ai pu faire mes premières expériences de cette manière-là.
à l'étage pour rentrer dans le studio, qui est plutôt un home studio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro, etc. Il y a plutôt mes machines. Donc on est sous les combles, dans une pièce de 12 mètres carrés à peine, que j'ai aménagée pour mon travail, et dans lequel on a des tables de mixage, des boîtes à rythme, des synthétiseurs, tout un tas d'objets couverts de potentiomètres, et des enceintes. Nous n'étions rien dans cette chambre austère. Ce processus-là, c'est un processus un peu spécifique, où finalement un groupe va me demander de réinterpréter un de leurs morceaux. Et donc ils vont m'envoyer chacune des pistes séparées, ce qu'on appelle les pistes séparées du morceau original, c'est-à-dire qu'ils vont m'envoyer de façon isolée les voix, la batterie, les synthés, les guitares, etc. Et à partir de ça, je vais reconstruire une nouvelle interprétation de ce morceau-là. Donc voilà, ça c'est l'original. Et donc ils m'ont envoyé des pistes séparées, et à partir de ces pistes séparées, moi j'ai reconstruit autre chose. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire avec ce remix, je voulais vraiment garder la structure, que je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, et je suis vraiment resté très proche de l'écriture aussi, mais finalement en faisant plus quelque chose qui s'approche du sound design, c'est-à-dire en remplaçant des éléments de l'original par des éléments que moi j'aurais créés. Donc je vais vous faire écouter ça. J'ai rajouté des effets sur la voix principale. Je l'ai un peu saturé dans un effet de distorsion qu'on appelle fuzz. À la base, ça donne ça. J'ai posé sur le côté du lit. Et moi, en fait, je l'ai un petit peu... j'ai passé un peu du papier abrasif dessus. J'ai posé sur le côté du lit un bouquet de choses. Qu'il s'agisse des rave parties, qu'il s'agisse de la création musicale, il y a deux idées principales. La première, c'est effectivement cette idée de co-création et de la création comme un processus collectif, parce que finalement, il y a une espèce de vision romantique depuis les 16e, 17e siècles du créateur comme quelqu'un d'inspiré, dont l'inspiration lui viendrait selon les écoles de Dieu, d'endroits inaccessibles, de la musique. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire un peu en contre vis-à-vis de cette image-là et de réussir à montrer qu'en fait, la création, et de façon un peu paradoxale, même quand on est tout seul, ce qui est souvent mon cas, c'est jamais une création solitaire. On s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans un courant, et même au-delà, on s'inscrit dans une culture, qu'elle soit musicale, technologique, enfin voilà. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est la question de la rémunération et de la place de l'artiste dans le monde social et de sa valeur, en fait, au-delà de la question de la rémunération, mais évidemment, c'est lié. Donc, de se poser la question, de dire cette place de l'artiste dans le monde dans lequel on vit, quelle valeur elle a, et si elle a une valeur, qui la capte et où est-ce qu'elle est dirigée. Je pense que ce qui est au centre de mon travail créatif, ça va faire un peu pompeux peut-être comme ça, mais c'est la question de la liberté. Et à côté de ça, la question du collectif qui est important et qui s'arrête pas juste au fait de faire de la musique ensemble, mais c'est aussi les gens qui font des samples, les gens qui construisent des outils de création, qui font partie de tout cet écosystème dans lequel moi je m'inscris, mais je suis juste un chaînon de cet écosystème qui permet à la musique d'exister. C'est un ensemble de paramètres, d'objets, de concepteurs, de créateurs, de technologies qui font que cette musique elle existe. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou Google Podcast.